Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Amoureux du sport, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sportive. On sera donc ensemble du lundi au vendredi, 20h30 à 22h, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce soir? On regarde le sommaire. Sommaire, pour ce premier numéro de la semaine, la grande team vous donnera des nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. L'actualité, c'est bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les prestations des éléphants au terme des 2 premières journées nous intéressent. On en parle avec nos invités. Marie-Christine et la 3 vous souhaitent une bonne émission. On espère effectivement passer une belle soirée en votre compagnie. D'entre-deux-jeux, je vous donne la question LGT, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Êtes-vous satisfait des prestations des éléphants? Vos avis nous intéressent donc. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour les 90 minutes d'émission, je serai accompagnée de messieurs Dago Charles, Ballot, Jean-Philippe et Henri-Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. C'est un plaisir de vous avoir, messieurs. Pendant ces 90 minutes, on sera ensemble. Et bien sûr, on sera ensemble aussi du lundi au vendredi. Bon, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici, dans votre émission La Grande Team. On part donc pour les news de ce soir. Des news composées de basket, de judo, de tennis et aussi de football. LGT News. LGT News. Débutons les news de la semaine avec du basketball. Mahama Coulibaly présente son nouveau projet pour la balle au panier. Candidat à sa propre succession, Mahama Coulibaly a procédé samedi dernier au lancement officiel de sa campagne. C'était dans un hôtel huppé de la place, en présence de plusieurs partenaires et des sommités du basketball ivoirien. Après plusieurs projections pour présenter le bilan chiffré de son premier mandat, le président sortant de la FIBB a brillamment exposé sur un nouveau projet d'action pour cette discipline s'il venait à rempiler. C'est un programme conçu autour de 5 piliers. La recherche des sponsors communs pour les clubs et centres de formation, l'accompagnement et l'assistance des clubs et centres de formation pour l'acquisition des mécènes, de sponsors et subventions des pouvoirs publics et fonds d'aide internationale, la protection des droits des clubs et centres de formation pour la gestion de leurs athlètes et bien d'autres. Mahama a annoncé son intention de construire l'Arena, un espace qui sera dédié aux compétitions de basketball. Il va falloir aller dans les spécificités, échanger avec les clubs par rapport aux besoins parce qu'on a peut-être synthétisé les besoins de l'ensemble des clubs et des acteurs, mais il y a des spécificités par rapport à la couleur du ballon, à des éléments spécifiques. Un club peut avoir un souci de structuration, un autre peut avoir une structure de compréhension, et une autre structure d'organisation. Donc, je pense que ça nécessite une rencontre directe avec les acteurs pour expliquer les choses. LGT News. Judo, Open de Yaoundé. 5 médailles, dont 2 en or pour la Côte d'Ivoire. Après Dakar, le judo ivoirien a de nouveau brillé au Cameroun à l'occasion de l'Open de Yaoundé qui s'est achevé hier. En effet, sur 6 athlètes engagés, la Côte d'Ivoire a glané 5 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 2 de bronze. Et comme on s'y attendait, c'est Daboné Zouleya dans la catégorie des moins de 57 kg dames et Kobena Kofi Crémé des moins de 100 kg qui ont fait vibrer l'hymne national ivoirien dans le complexe sportif de Yaoundé. Zouleya a battu en finale la Camerounaise Nkou Mbala au Golden Score. De son côté, Crémé a dominé le Camerounais Taman Zanfranc. La médaille d'argent est l'œuvre de Wilfried Polno chez les plus de 100 kg. Daboné Daouda, des moins de 60 kg, et Assafoua Jérôme, des moins de 73 kg, se sont consolés avec le bronze dans leurs catégories respectives. Ce sont des judokas, visiblement heureux à leur arrivée ce lundi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui ont livré leurs impressions à l'issue de la bonne moisson de Yaoundé. Comme toutes les compétitions, il n'y a pas de compétition facile, comme je le dis toujours. C'était pas facile. Dieu merci pour la Côte d'Ivoire, on a pu ramener quelques médailles. Et je pense qu'on peut faire plus encore. Donc on demande encore un peu plus de moyens pour pouvoir participer peut-être à plusieurs compétitions à l'international, puisqu'il faut glaner plusieurs lauréats pour pouvoir se hisser à la plus haute marche, donc pour pouvoir plus de points pour se qualifier.
les Jeux Olympiques. Donc on va demander encore plus de compétition et pour pouvoir plus de points. C'est toujours difficile quand on est à domicile et donc on pense qu'on peut faire mieux encore. LGT. Intéressons-nous au football. Section FEMUSE. CAN 2023. Les listes à 27 joueurs autorisés par la CAF. Les sélectionneurs des différents pays qualifiés pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, à partir de janvier 2024, pourront aller à cette compétition avec 27 joueurs. À moins de quelques semaines de cet événement en grandeur nature, la Confédération africaine de football a finalement donné son feu vert. La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu'à 27 pour la liste de la CAN, a révélé le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, en marge d'une rencontre avec des journalistes ivoiriens à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette annonce devrait faire le bonheur de tous les sélectionneurs qui espéraient rallonger la liste de leurs joueurs pour cette CAN. LGT News. Espagne. Ramos justifie son refus de signer un maillot du Real de Madrid. Sergio Ramos a fait tiquer certains internautes vendredi dernier. On le voit dans une vidéo à la sortie de l'entraînement du FC Séville, signer un autographe sur un maillot sévillan et un autre du Paris Saint-Germain. Mais il a refusé de dédicacer un maillot du Real de Madrid, faisant comme si les différents marqueurs qu'il utilisait n'avaient plus d'encre. L'ancien madrilène s'est expliqué plus tard sur son geste. Avant ça, je lui avais déjà signé environ 6 maillots du Real. Et puis il y a des gens qui les vendent aux enchères ou sur Internet, a-t-il justifié sur son compte Twitter. Une autre information complémentaire, hein, football toujours, l'AFAD et Indri Kofi Romaric se séparent. L'idylle entre l'AFAD et Romaric est terminée. Le club du président Jacques Anouma a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'ancien académicien dont les derniers résultats avec cette formation ne sont pas reluisants. C'est à travers un communiqué que l'information a été portée à la connaissance du public sportif ivoirien. Le club a souhaité bon vent à Romaric, mais n'a donné pour l'instant aucune information sur son remplaçant. Justement, on va commencer les débriefs avec cette information. Romaric et l'AFAD, c'est terminé. Dago Charles, est-ce qu'il en est réellement? Bon, vous l'avez dit hein, d'entrée de jeu, hein, je crois que le président, sinon la direction de l'AFAD ne s'est pas étendue sur la question. Oui. Mais c'est comme d'ordinaire, hein, c'est le lot de ce qui arrive aux entraîneurs. Voilà, lorsque les résultats ne sont pas bons, généralement, c'est l'entraîneur qui est toujours le premier indexé, c'est avec lui qu'on se sépare. Et donc, pour moi, voilà, c'était un épiphénomène. Seulement, à Romaric, Indri Romaric, de garder la tête froide, parce qu'il faut de reconnaître quand même qu'il nous a fait très bonne impression, en tout cas moi particulièrement, pour son jeune âge, dans ce marigot du football ivoirien en qualité d'entraîneur, pour moi, il m'a fait forte impression. Déjà en coachant cette équipe, d'abord de l'équipe réserve de la SEC Mimosa, où j'ai été les voir à l'entraînement du côté Sol Béni. Franchement, son groupe était déjà très bon. Puis après, il bascule du côté des Tanda, Zoma, où il a permis à Zoma de monter en deuxième division. Oui. On est venu avec cette équipe de la FAD à laquelle il permet de jouer voilà, la Coupe d'Afrique. Ça aussi, c'est un véritable challenge qui est réussi. Finale de Coupe nationale, qualifié pour la Coupe d'Afrique. Franchement, moi, il m'a vraiment bluffé. Et donc, je souhaiterais que, bon, voilà, qu'il garde la tête froide parce que c'est le lot de ceux qui essaient des choses. Et les entraîneurs, en général, ils font des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et eux, on critique et en général, c'est eux qui ont limoge. Et donc, mais on sait ses qualités. Je suis convaincu que, voilà, Indri va rebondir dans les semaines qui viennent dans un nouveau club. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Bon, on lui souhaite bonne chance dans sa carrière, pour la suite de sa carrière. On continue en football, on parle CAN 2023 avec les listes 27 joueurs autorisés par la CAN. C'est Jean-Philippe qui nous donne plus d'informations. Oui, bonne nouvelle donc pour l'ensemble des sélectionneurs. Il faut dire que la Confédération africaine de football, dans une conciliation, a fait un rétropédalage parce que dans un premier temps, on parlait d'une liste de 28 joueurs. Il y a eu un communiqué qui a fuité, qui parlait de 23 joueurs parce que la Confédération africaine de football, estimant que la pandémie à Covid étant derrière le continent africain et le monde en général, on pouvait revenir à une formule normale. Sauf que des sélectionneurs ont rédigé des courriers, signé une pétition à l'endroit de la Confédération africaine de football pour leur demander de revoir
ce nombre qu'ils estimaient un peu trop juste pour être assez compétitifs dans cette compétition. Et depuis hier, l'information a été donnée aux différents présidents de fédération. Et ainsi donc, celui de la Côte d'Ivoire a pu porter l'information lors d'un dîner aux journalistes présents en Tanzanie dans sa délégation, et celle des éléphants de Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football a décidé d'augmenter le nombre des joueurs admis à participer à la compétition à 27 joueurs. Voilà, ça va permettre à l'ensemble des sélectionneurs maintenant de ne plus avoir trop se casser les méninges pour sélectionner leurs joueurs. Parce qu'il faut le dire déjà, à moins de 60 jours de la compétition, quasiment tous les entraîneurs avaient une idée nette des 23 joueurs. Ce qui allait être difficile, ça allait être de choisir d'en éliminer certains. Mais maintenant, ils ont la quasi-certitude de pouvoir partir avec presque tout leur monde. Ce qui est l'avantage des entraîneurs, on peut le dire. Oui, puisque lors de la dernière CAN du côté du Cameroun, on était à 28 Covid, à cause de la Covid. Auparavant, en Égypte, on en était à 23. Maintenant, avec ce chiffre de 27, peut-être que ça va devenir le nouveau chiffre pour toutes les compétitions. Et puis permet d'avoir le maximum de joueurs à la disposition des sélectionneurs pour faire un très bon travail. Oui, effectivement. En Espagne, Ramos, lui, justifie son refus de signer un maillot du Real Madrid et Balou nous en parle. Oui, bien sûr. Hein, Sergio Ramos qui a remporté 22 titres avec le Real Madrid en 16 ans, donc 4 Ligues des Champions, fait l'objet d'une suspicion de rancune, on peut le dire, parce qu'il faut rappeler que Sergio Ramos, lors de sa négociation de contrat avec les dirigeants du Real Madrid, a souhaité une augmentation et aussi une prolongation de contrat assez intéressante. Sauf que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, à l'époque, a estimé qu'il avait déjà tout donné, qu'il était à un âge véritablement ne lui permettant pas de pouvoir avoir de bonnes performances. Maintenant, lorsqu'on voit ce qui se passe après le Real Madrid, force est de reconnaître que Florentino Pérez a eu raison de ne pas le prolonger. Parce qu'après, au Paris Saint-Germain, il a été très souvent blessé. Il n'a pas pu montrer grand-chose. À Séville, actuellement, oui, il essaye de maintenir un certain cap. Mais ce n'est plus le Sergio Ramos qu'on a connu. D'autant plus que le Real Madrid a su se renforcer en défense centrale avec des défenseurs comme Militao et Rüdiger qui apportent satisfaction. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé, j'estime que Florentino Pérez a raison aujourd'hui. Mais est-ce que Sergio Ramos a raison de garder une rancune envers le Real Madrid parce que visiblement, son argument ne tient pas. Dire qu'il a déjà signé 6 maillots avant cette séquence, le fait de signer 6 maillots ne vous empêche pas d'en signer d'autres. D'autant plus que c'était une grande histoire d'amour entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Il faut rappeler que lors de la décima, c'est lui qui marque le but décisif face à l'Atlético Madrid dans les dernières minutes. Donc, pour moi, Sergio Ramos doit se calmer, oublier ce qui s'est passé et aller vers l'avant. Et mettre un peu d'eau dans son vin, on peut le dire ainsi. Et signer le maillot de ballot. Voilà. Henri Joël, on parle de Djokovic qui règne en maître, encore lui. L'inépuisable Novak Djokovic ou l'inoxydable Novak Djokovic qui a encore remporté un trophée. Je dirais que peut-être c'est le dernier des 4 fantastiques qui a toujours brillé au haut niveau. Quand je parle de 4 fantastiques, il y a lui, il y a Federer, il y a Nadal et il y a Murray. C'est vrai que Murray continue. C'est vrai que Nadal aussi a annoncé son retour pour très bientôt au niveau des grandes compétitions. Mais pour l'instant, en tout cas parmi ces 4-là, celui qui continue de briller, c'est lui. Aujourd'hui, en termes de grand chelem, c'est le patron. Au niveau des compétitions, des autres compétitions, il est loin devant. Et encore, il a remporté le tournoi, le Master de Turin. Ça n'a pas été facile, hein, puisque c'était compliqué un peu au niveau des rencontres de poules. Mais il a su quand même, comme à chaque fois, il a su se réinventer. Et puis, du coup, il remporte ce trophée-là face à celui qui est considéré comme la relève même du tennis, Alcaraz. Parce que, mine de rien, ces derniers temps, s'il y a un joueur, s'il y a un tennisman qui arrive à se hisser au niveau de ceux que j'ai cité le nom tout à l'heure, c'est lui, hein, c'est Alcaraz. C'est vrai que beaucoup ont été cités en tant que peut-être remplaçants de ces 4-là. On a parlé de Grigor Dimitrov à des moments, on a parlé d'Alexander Zverev, on a parlé de Dominic Thiem, de Tsitsipas, de Medvedev, mais jusqu'à présent, celui véritablement qui arrive à se hisser au niveau de ces joueurs-là, c'est Alcaraz. Et c'est face à lui que Novak Djokovic remporte ce taux de trophée. Donc je me dis,
Il sera toujours là. Il va toujours continuer malgré l'âge parce qu'il n'est plus tout jeune. Hein. Voilà. Il va continuer et puis peut-être, pourquoi pas, remporter un 6e titre de Grand Chelem après, hein, parce que la nouvelle saison, ça va commencer bientôt. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, félicitations à Djokovic. On marque une petite pause, hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, on parlera Ligue des championnes féminines, aussi le sujet principal de l'actu, éléphant avec la question LGT. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Êtes-vous satisfait des prestations des éléphants? Allez, à tout de suite. Voilà, hein, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. On était ensemble aussi ce week-end, surtout hier, avec la grande finale de la 3e édition de la Champions League féminine de la CAF. Et on en parle, c'est dans le mag de la Ligue des championnes féminines de la CAF. Alors, la 3e édition de la Women's Champions League s'est achevée hier avec le sacre de Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africaines ont étrié le Sporting Club de Casablanca sur le score de 3-0. Retour sur cette compétition qui s'est déroulée en terre ivoirienne. On regarde donc cet élément. Mais avant de regarder plutôt l'élément, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le sacre de Mamelodi Sundowns? Henri Joël. On peut dire que le favori finalement a gagné, l'équipe sud-africaine, parce qu'au début de la compétition, on avait 2 favoris, c'est-à-dire les 2 derniers finalistes de cette compétition, notamment Mamelodi Sundowns et l'Asfar. Finalement, en fonction des rencontres des phases de poule, ces 2 équipes, malheureusement, le spectacle, se sont rencontrés en demi-finale. Mamelodi Sundowns s'est imposé. Et puis, en finale, il n'y avait pas photo en face. Donc, comme je l'ai dit, le favori a remporté. C'est la 3e finale, hein, des Sud-Africaines. Il ne faut pas l'oublier. Première édition face à Zakaledis, elle s'impose. La 2e édition face à l'Asfar, elle pète 4-0. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe de Sundowns a joué à 9 dans cette finale. Exactement. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette finale. Et puis, cette 3e édition, l'entraîneur l'a dit, Djeri Tchabalala, mais derrière, il avait quand même cerné un peu la manière de jouer de toutes ces équipes-là, notamment l'Asfar, qu'ils ont rencontré en demi-finale. Donc, voilà, ils ont respecté les gammes, et puis derrière, bon, ils se sont imposés. Exactement. Les filles de Tchabalala, donc, se sont imposées 3-0 face au Sporting Club de Casablanca d'Agochal. Une victoire méritée? Beaucoup plus que mérité depuis le début de la compétition. Ce sont celles-là même qui ont quand même sorti toute la palette du football. Voilà, les autres équipes, notamment même celle ivoirienne, franchement, m'a laissé sous ma faim. Les filles de l'Atlético. Voilà, l'équipe de l'Atlético. Mais quand tu regardes cette équipe de Mamelodi Sundowns jouer, on a l'impression que ce sont les hommes qui sont en train de jouer. Parce que je dis les hommes parce que le football féminin, c'est maintenant qu'il est en train de véritablement décoller du côté africain. Mais quand on voit ces filles sud-africaines-là jouer, on a l'impression vraiment que voilà, ce sont les hommes qui sont en train de jouer tellement. Voilà, les choses sont fluides, on les décalage sur les différents côtés, les retraits, les centres, même le pénalty. Quand il est pénalty, tu te dis, mais attends, elles jouent contre des hommes à l'entraînement pour venir rencontrer leurs copines ou quoi? Non, mais franchement, il y a du travail qui est fait du côté de l'Afrique du Sud au niveau de ce football féminin. J'espère que voilà, ce championnat-là aura... Franchement, nous aura donné un certain nombre d'informations, de leçons et autres, et que voilà, notre commission de football féminin pourra vraiment voilà, s'en servir et puis voilà, travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse venir au niveau de ces filles-là. Parce que franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. C'est l'une des rares fois que voilà, je m'assois là pour regarder des clubs féminins jouer au foot. Sinon, en général, ce sont les matchs des équipes nationales qu'on regarde du côté européen ou l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais voir des clubs jouer de cette façon-là, surtout cette équipe de Mamelodi Sundowns, franchement, ça fait plaisir. Ah, merci à la 3 pour la retransmission en direct, justement, de cette compétition. Ouais, vous avez parlé des filles, les filles sud-africaines. C'est vrai qu'on a noté les bonnes performances de Ramalépé et aussi de Tolé Kalé, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Même Rabalé aussi. Rabalé, oui. C'était une très, très bonne joueuse, mais je pense que véritablement, il n'y a pas eu match sur la finale. Techniquement, les filles de Mamelodi Sundowns sont écrasées
les joueuses du Sporting Club de Casablanca. Et au vu de cette finale, moi, j'ai nourri beaucoup de regrets pour les filles de l'Empem Darkwa du Ghana, qui avaient véritablement toutes les cartes en main pour aller jouer cette finale, mais elles se sont fait prendre quelque part aussi par le jeu imprévisible du Sporting de Casablanca, qui est une équipe qui n'essaie pas forcément d'aller vers l'avant, mais qui arrive, c'est ce qu'elles ont essayé de faire lors de la finale, attendre les filles du Mamelodi Sundowns et espérer des contre-attaques ou des actions de Moutardi notamment. Mais les Mamelodi Sundowns ont prouvé qu'elles peuvent être très techniquement au-dessus et peuvent être aussi efficaces. Et c'est ce qui a fait la différence sur les occasions qu'elles ont pu avoir. Elles ont fait la différence. Même Ramalepé également aussi est une très très bonne joueuse. Donc on voit que non seulement collectivement, il y a du beau jeu, du beau football, mais individuellement, ce sont des joueuses exceptionnelles. Donc c'est tout à fait mérité. En tout cas, une très belle victoire des filles du Mamelodi Sundowns. Jean-Philippe, un mot sur cette finale? Très belle finale. Belle ambiance au niveau du stade. Magnifique prestation des différentes formations. On a une équipe qui avait une meilleure maîtrise que l'autre, il faut le dire clairement, l'équipe de Mamelodi Sundowns. Une formation qui a dominé toute la compétition. Quand on voit ses statistiques, on comprend aisément pourquoi elle a terminé championne, parce qu'elle a totalisé 5 victoires en autant de sorties, aucun but encaissé dans la compétition, c'est quand même assez fort. Elle a croisé une équipe qu'elle avait déjà battue en phase de poule. Et puis, je pense que c'est une victoire amplement méritée pour les Sud-Africaines qui, depuis la création de cette compétition, sont à leur 3e participation. Et en autant de participation, elles ont toujours joué la finale. Donc, c'est quelque chose de déjà extraordinaire. Et puis, les filles réalisent également un magnifique doublé. C'est-à-dire, elles permettent au club plutôt d'effectuer un magnifique doublé parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'à quelques jours de cela, les hommes du Mamelodi Sundowns ont remporté la première édition de la Ligue, j'ai oublié le nom de ce tour, la Super Ligue africaine. La Super Ligue africaine. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas plus heureux que le président de la Confédération africaine de football actuellement, parce qu'il voit sa création, ses bébés s'imposer sur l'ensemble du continent africain. Mais je suis très heureux d'avoir assisté à cette compétition-là. Et ça nous a permis également de nous familiariser avec certaines footballeuses africaines, parce que ce n'est pas très facile pour l'instant sur le continent de pouvoir avoir en tête le nom de certaines filles, de pouvoir s'en rappeler. Moi, comme ça, une fille comme Jennifer de l'Apem Darkwa, elle m'a marqué, je ne vais pas l'oublier. Il y a également Morifé de cette formation de... Morifi. Non, bon, moi j'ai dit Morifé. Cette formation de Mamelodi Sundowns. Voilà, parce que... C'est un nom africain, c'est pas un nom anglophone. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu voir, de très belles choses dans cette compétition. Et moi, j'espère simplement que la Côte d'Ivoire va rempiler dans la demande de l'organisation pour la prochaine édition. Je le dis, hein, c'est un crève-cœur de savoir que pour l'instant, dans l'organisation du championnat féminin, ces 2 villes ont été exclues, San Pedro et Korogo. J'espère que la fédération va corriger cela parce que les populations de ces villes ont montré un grand intérêt pour les rencontres de football féminin. Il ne faudrait pas les priver de cela. Tout à fait. Pour revenir au Mamelodi Sundowns, les grandes gagnantes de cette compétition, on peut dire que l'expérience a parlé. Justement, voyons les statistiques. Vous parlez tout à l'heure des statistiques. On a les statistiques justement de Mamelodi Sundowns. 5 matchs disputés, 10 buts inscrits et 0 encaissé. Soit 2 buts par match. Oui, 0 but encaissé. Donc franchement, Balo, impression sur ces chiffres. Oui, bravo. Et puis ça rend compte du fait qu'aujourd'hui, on peut dire que en ce qui concerne le football féminin, Mamelodi Sundowns c'est totalement au-dessus. Parce que sur les 3 éditions, c'est 2 victoires en 3 éditions. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc 3 finales, 2 victoires en 3 éditions avec ces buts inscrits. Donc ça prouve que très souvent dans le football, on a tendance à dire que les équipes qui jouent bien n'obtiennent pas forcément les résultats. D'autres préfèrent une équipe qui obtient les résultats qu'une équipe qui joue bien. Mais avec les Mamelodi Sundowns, on est servi à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui joue bien au football et qui obtient les résultats avec des statistiques impressionnantes. Donc c'est une très très bonne chose. Et justement, elles jouent très bien et ça paye parce qu'on a vu les distinctions. Elles ont pratiquement tout raflé. Meilleure équipe fair play, meilleure buteuse. Meilleure joueuse du tournoi. Meilleure joueuse du tournoi. On voit donc les distinctions meilleure joueuse du tournoi, Boitumelo Rabalé, la numéro 10 de cette équipe. Meilleure buteuse, Tolakele Tebago, 5 buts. Meilleure gardienne, Andile Lamini. Voilà. Dago Charles, elles ont tout raflé. Ils ont tout raflé. Quand on a la meilleure buteuse, on a la meilleure gardienne. Bon, écoutez, voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir remporter une compétition.
elles ont ces deux personnes-là. Et donc voilà, bravo à cette équipe-là. Et là, moi, je réalise peut-être avec vous que, bon, en termes de club, c'est l'Afrique du Sud qui plane sur le continent. Et en termes de nation, bon, c'est encore le Sénégal. Donc on va voir. J'espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir... On espère. Alors, ce qui est remarquable avec cette équipe de Mamelodi Sundowns, c'est qu'il y a un bon banc, voilà, pour être plus précis. C'est ça, les grands clubs. Il y a un bon banc. C'est-à-dire, quand on prend le troisième match face à l'équipe de l'Athletic, où on a pensé que peut-être avec une victoire des Ivoiriennes, hein, on allait pouvoir avoir ce ticket-là, l'entraîneur Tchabalala a fait tourner l'équipe. Et il y avait que, il me semble, 4 ou 5 joueuses titulaires qui étaient dans l'équipe, mais toutes celles qui sont venues après, c'est-à-dire qui sont venues pour compléter l'effectif, mais elles avaient le même niveau que celles même qui habituellement avaient été alignées dans l'équipe. Quand vous prenez Mickey Miniz, la petite qui a le visage de Ronaldinho, oui. Quand vous prenez Ngagasso, quand vous prenez toutes les joueuses qui sont venues remplacer et les Ramalepé et les Morifi, ben, le niveau était pareil, il n'y avait pas de différence. Et d'ailleurs, c'est-à-dire vers la fin, parce que je pense que du début jusqu'à peut-être à la 60e minute, cette équipe de Mamelodi Sundowns quand même a levé le pied face à l'Atlético, ça il faut le dire. Ça, je l'ai constaté. Mais à partir de là, bon, elles ont décidé, quand elles ont décidé de marquer, ça a été 3 buts, rapidement, vite fait et bien fait. Donc, c'est ça, c'est ce qui est remarquable avec cette équipe de Mamelodi Sundowns, c'est que, celles qui sont sur l'aide de jeu, c'est-à-dire les 11 titulaires, et celles qui sont sur le banc de touche, c'est pratiquement le même niveau. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est ce qui fait la force de cette équipe, parce que je pense que ça a permis aux titulaires, aux habituels, de se reposer et d'affronter avec une bonne fraîcheur l'équipe de l'ASFA en demi-finale, et on a vu le résultat. Parce que quand même, cette équipe de l'ASFA était considérée comme peut-être la meilleure pour affronter cette équipe de Mamelodi Sundowns. On pensait les voir peut-être les deux en finale, parce que, mine de rien, si l'ASFA finissait leader de sa poule, elle n'allait pas rencontrer Mamelodi Sundowns. Ça allait être une autre équipe, peut-être, pour espérer en finale. Mais quand on regarde la demi-finale, elles ont dominé. Et c'est vrai qu'elles ne marquent pas beaucoup de buts en demi-finale, mais elles ont maîtrisé le match. C'est-à-dire, elles ont marqué le but et puis derrière, elles ont maîtrisé l'équipe marocaine. Donc, vraiment, c'est remarquable le fait d'avoir de bonnes joueuses, mais aussi d'avoir un bon banc pour ces gens de compétition. On reconnaît tous que c'était vraiment plaisant à voir. C'était plaisant à voir l'équipe sud-africaine. Elles nous ont tous impressionnés, on peut le dire ainsi. Un bon coaching, surtout de Tchabalala, le coach sud-africain. Et nous, notre reporter, notre envoyé spécial à Korogo, d'Angeles Kofi, a pu justement recueillir les propos des différents coachs. Et on écoute. Donc je pense que cela est dû au fait des entraînements qui ont été des entraînements très légers, parce que je leur ai demandé de vraiment jouer de façon soft. Mais comme vous pouvez voir, moi aussi j'étais très impressionnée par leurs prestations, leurs performances aujourd'hui, parce qu'elles ont eu, je ne sais pas d'où vraiment cette énergie est venue, mais elles ont vraiment explosé, elles ont vraiment explosé sur le terrain par rapport à ce qu'elles avaient en elles pour pouvoir donner une bonne prestation ce soir. Le message pour cette ligue féminine, c'est assez d'investissement dans ce domaine. Et donc aussi, franchement, je ne sais pas si ce que je dois dire, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup d'investissement. Oui, Koro nous a porté chance, et je lui ai dit, je ne sais pas où les éléphants se trouvaient, mais si jamais que les éléphants veulent gagner, vraiment, c'est quand il faut qu'elles viennent pour qu'elles puissent gagner, parce que Koro nous a vraiment porté chance, et nous avons vraiment cette coupe-là. Et j'espère que aussi les éléphants viendront pour pouvoir gagner aussi. Les éléphants ne pas rester à Abidjan, surtout de revenir à Korogo. C'était une montagne. On a affronté vraiment une très belle équipe de Mamelodi qui a rapidement mené au score. À la mi-temps, j'ai dit aux filles que le 3e but serait le plus important du match, parce que si nous marquions en premier le 2-1, ça allait totalement changer le match. Et je pense qu'en seconde période, on a eu beaucoup plus d'occasions de but que l'adversaire. Malheureusement, c'est pas allé dans le bon sens. Le 3e but est allé pour Mamelodi. C'est une victoire qu'il mérite. Je les félicite. Une très belle équipe. Mais malgré tout, on est fiers de notre parcours.
Je note que le coach sud-africain propose à la sélection ivoirienne pour gagner la CAN d'aller jouer au stade de Korogo, vu que le public a répondu véritablement présent et le public était un bon soutien. Est-ce qu'il a vu le public de Bouaké? Parce que Bouaké aussi, quand il y a saison de compétition, il y a un bon public à Bouaké. Abidjan, pareillement. Donc, en fait, oui, mais la sélection ivoirienne doit jouer Bimpe. Oui, mais c'est pour lui dire qu'à chaque, chaque apparition des éléphants, peu importe le stade, voilà, les Ivoiriens répondent présents pour soutenir l'équipe, donc il n'y a pas de souci. Voilà, le public ivoirien, tout simplement, est prêt. Que ce soit à Korogo, que ce soit à Bouaké, que ce soit même à Ménignan, même s'il y a un match à Ménignan, on va sortir. Et parlons justement de récompenses, messieurs. Voyons déjà la répartition des prix à travers cette infographie qui s'affiche maintenant. Alors, au niveau des prix, le vainqueur repart avec 400 000 $, le deuxième 250 000, le demi-finaliste 200 000 $, troisième du groupe 150 000 $, et puis le quatrième du groupe va repartir avec la forte somme de 100 000 $. Oui, de belles sommes, Jean-Philippe. On voit déjà... Oui, vous avez dit quoi? Non, je calculais le montant que l'Atlético a pu glaner dans cette compétition. Bon, déjà le vainqueur. Le vainqueur, 400 000 $, je crois, c'est environ 200 millions de francs CFA. Oui, un peu plus, dans l'ordre de 240 millions de francs CFA. Ce n'est pas une somme négligeable pour le football féminin. Voilà, je n'ose même pas imaginer ce que cela pourrait rapporter aux joueuses et en termes de développement de cette catégorie au niveau de cette formation de Mamelodi Sundowns. C'est très bien. J'espère que petit à petit, on va atteindre le $1 million dans les compétitions féminines et puis inciter plus de filles à participer au développement du football féminin. Oui, vous parlez tout à l'heure de l'Atlético d'Abidjan. Pour terminer quand même, un mot sur l'Atlético d'Abidjan, Dago Charles, sur la participation. Moi, je pense qu'elles sont allées pour apprendre. Ouais. Voilà, elles se sont frottées à meilleur qu'elles. En général, quand on veut devenir fort, il faut rencontrer les forts. Voilà, et donc je pense qu'elles ont rencontré meilleur qu'elles. À elles maintenant de pouvoir tirer un maximum d'informations et d'enseignements de ces différentes défaites-là, sinon de sa participation à cette compétition-là. Et puis voilà, venir au championnat, gagner le titre de champion de Côte d'Ivoire. Parce que quand on a fini la Ligue des champions, quand on vient au championnat, il faut pouvoir garder le cap. Et donc déjà, dès leur retour, il va falloir qu'elles montrent qu'elles viennent d'une compétition de très haut niveau et qu'elles ont beaucoup appris et qu'elles doivent retourner dans cette compétition-là. Voilà, quand on regarde les récompenses, je pense que ces récompenses donnent quand même du tournis par rapport au football ivoirien, au football féminin ivoirien. Donc elle gagnera à retourner là-bas. Et puis pourquoi pas envisager gagner, pourquoi pas peut-être 200 000 $. Ce qui serait déjà bon pour un club comme l'Atlético. Voilà. Moi, je suis un peu déçu de cette équipe de l'Atlético. Parce que oui, il y avait de la place pour se qualifier. Il y avait de la place pour se qualifier. Parce que quand on regarde un peu ce tournoi, vous savez, l'équipe de Casablanca, c'est vrai, peut-être on me dira que oui, au Maroc, il y a une bonne politique pour permettre... Voilà. Mais l'équipe était à sa première participation. L'équipe arrive en finale. Quand vous prenez l'Ampem d'Aqua était à sa première participation. L'équipe arrivée a fini 4e. En demi-finale. Oui, en demi-finale. L'équipe même pouvait aller en finale. C'est-à-dire que je pense que même dans ce match face au Sporting Club de Casablanca, c'est l'Ampem d'Aqua qui permet au Sporting de se qualifier. Parce qu'elle marque derrière elle-même. Elle marque le camp derrière. Parce qu'il n'y avait même pas de danger sur le but égalisateur. Et puis après, des occasions. Voilà, elles ont eu plein d'occasions pour pouvoir se qualifier. Donc, c'est pour cela que je dis, l'Atlético, pour moi, m'a un peu déçu, parce qu'il y avait de la place. Quand on a regardé les différents matchs de l'Atlético, il y avait de la place pour gagner ces matchs. Il y avait de la place, surtout les deux premiers matchs. Le premier match, et puis... oui, les deux premiers matchs, parce que le tableau était tellement bon pour elles. Elles ont rencontré l'équipe de Sundowns qu'au dernier match. Donc, je pense qu'elles avaient la possibilité de se qualifier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, OK, ça a été peut-être une bonne expérience pour apprendre. Mais sur ce coup-là, surtout dans cette poule-là, pour moi, il y avait de la place pour se qualifier pour les demi-finales. C'est pour cela que je parle de déception au vu des matchs que nous avons commentés ici, au vu de tout ce que l'Atlético a produit aussi en termes de jeu. Parce que quand on prend le premier match, en termes de jeu et puis en termes de coaching, quand on prend le premier match, Daoulassine, à un moment, il fait son premier changement à la 89e minute. Ça répondait à quelle logique? Bon, on ne sait pas. Ensuite, derrière, quand il fait les changements, après, on sent que quand il fait les changements, c'est vrai, il les a fait un peu tôt, mais ça n'a pas véritablement apporté quelque chose d'intéressant dans cette équipe de l'Atlético. C'est pour ça que je dis, il y avait de la place au niveau du coaching, au niveau du contenu.
On note qu'Henri Joël est vraiment déçu de la prestation de l'Atlético, mais on retient aussi, comme Dagochal l'a dit, qu'elles ont appris. Elles sont allées, elles ont appris, c'était leur première participation. Et on espère pour les prochaines éditions, si elles sont qualifiées, qu'elles nous produiront un jeu très bon et pourquoi pas une finale Atlético d'Abidjan face à une autre équipe. Bon, nous, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu de ce soir qui concerne la sélection ivoirienne. À tout de suite. Alors, nous sommes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et il est temps, à présent, de vous entendre, d'avoir vos avis, surtout sur la question LGT, ce qui nous dirige tout droit vers l'actu. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, êtes-vous satisfait des prestations des éléphants? Le numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3, vous pouvez bien sûr nous écrire, nous laisser des messages. Il y a déjà des messages que je commencerai à lire seulement dans quelques instants. Alors, on a bien vu que les éléphants pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026, on a vu le match Côte d'Ivoire-Seychelles qui s'est achevé avec la victoire des éléphants sur le score de 9-0 et aussi le deuxième match qui a pris fin tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Gambie avec le score de 2-0. Alors, est-ce que les éléphants... Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation des éléphants? On regarde d'abord cet élément par rapport au match qui vient de s'achever et on en parle tout juste après sur le plateau de la Grande Team. Bon, les deux premiers matchs des éléphants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est soldé sous 2 victoires, 9-0 et 2-0. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la prestation des éléphants? Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, un oui pour Dagochal, un oui pour Balo, un... Jean-Philippe, vous me faites quoi comme ça? Un oui pour Jean-Philippe et un oui. Bon, un oui pour tout le monde. Jean-Philippe, oui. Pourquoi oui? Bien sûr, déjà il fallait bien rentrer dans la compétition parce qu'on est bel et bien dans la compétition et on est bien rentré. 9-0, 2-0, 2 clean sheets, c'est-à-dire 2 rencontres sans encaisser les buts, des garçons qui montrent une implication totale. On sent un groupe qui vit très bien actuellement ensemble. Je pense qu'on voit aussi un entraîneur qui maîtrise de plus en plus son équipe, qui a une parfaite connaissance maintenant des atouts de tout un chacun, des défauts de chaque joueur. Et c'était 2 rencontres qui rentraient dans le cadre général de la préparation pour la prochaine échéance qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne fallait pas se manquer. Et les éléphants ont corrigé quand même quelques erreurs qu'ils avaient concédées lors du dernier regroupement face au Maroc et l'Afrique du Sud. Parce que là, on s'est rendu compte que lorsqu'ils ont eu l'opportunité de briser l'allant de l'adversaire, ils n'ont pas hésité. Surtout sur le deuxième match qui a eu lieu tout à l'heure. Malgré le 1-0, on a senti les Gambiens entreprenants. Ils voulaient revenir à la marque. Et finalement, on a réussi à trouver la faille sur une frappe de Seko Fofana pour la deuxième fois dans la rencontre. Oui. Et donc, pour moi, je pense que les voyants sont ouverts concernant l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite pour cette Coupe d'Afrique des Nations à venir. Mais une chose est évidente, c'est qu'à cette allure, ça va être très difficile pour n'importe quel adversaire de les affronter en terre ivoirienne. Et ça fait plaisir, en tout cas, ça fait du bien. Ça met en confiance de commencer les éliminatoires avec ces 2 victoires. Oui, Balo? Oui, clairement oui. Et pour moi, il y a 2 enseignements de ces 2 rencontres. Le premier enseignement, c'est que désormais, on est capable de faire face à un bloc bas. Ça a été l'une des grosses difficultés de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment au 8e de finale face à l'Égypte lors de la CAN passée. Face au Lesotho, on a eu du mal face à un bloc bas proposé par cette équipe du Lesotho à la transpercer. Mais maintenant, face aux Seychelles, on a une équipe qui décide de défendre jusqu'à la 20e minute où on arrive à se procurer un pénalty et tout se débloque. Mais on voit que maintenant, cette équipe de Côte d'Ivoire arrive à contourner ces blocs bas et aller marquer des buts importants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le deuxième enseignement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut être convaincu que Jean-Louis Gasset a les outils individuels pour aller chercher sa Coupe d'Afrique des Nations. Parce que lorsqu'on regarde la première rencontre face aux Seychelles, on a un garçon comme Konaté Karim qui fait un très très bon match dans son implication, dans son engagement, dans aussi sa conclusion, puisqu'il a été buteur et impliqué sur certaines actions de jeu. Mais aussi le jeune Simon Adingra, sur ces matchs qui a été étincelant, véritablement, en 1 contre 1, dans sa capacité à créer des combinaisons, surtout face à la Gambie, parce qu'il faut savoir qu'il est impliqué
dans le premier but de Christian Kwame, il génère, il suscite une combinaison sur le côté, ce qui emmène le ballon dans la surface de réparation. Christian Kwame pousse le ballon au fond des filets. Donc on a Simon Adingra, on a Konaté Karim, on a Oumar Diakité, malgré encore des failles qu'on peut déceler dans son jeu, mais moi j'estime qu'il est encore jeune, il est peut-être victime d'une certaine naïveté dans son jeu, mais ça n'enlève rien à sa prestation globale. Donc on voit qu'il y a une jeune garde véritablement qui est en train de monter dans cette équipe nationale-là, qui permet de hisser le niveau de cette équipe nationale. Même sur la Gambie, on a Ahmed Junior Traoré encore, qui est vraiment bon. Serge Aurier aussi, le capitaine, fait un bon retour. Donc individuellement, on a les outils. Et aujourd'hui, on a progressé d'un cran parce que face à un bloc bas, on sait trouver des solutions pour aller marquer des buts. D'accord. Êtes-vous satisfait des prestations des éléphants? Voyons la réponse de M. Django qui nous appelle Dabobo Doumé. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, ma fille du Premier ministre. Bonsoir, bonsoir à vous. Comment vous allez? Et ça va par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute. Ah oui. Bon, au fait, pour moi, avec ces 2 matchs qu'ils ont fait, c'est vraiment, ça commence à nous mettre en confiance. Parce que nous sommes déjà à 2 mois de la CAN. Voilà, donc pour ces 2 matchs, vraiment, on commence à voir qu'il y a l'entente dans l'équipe et il y a la solidarité aussi. Sinon, vraiment, les 2 matchs passés contre l'Afrique du Sud et le Cameroun, vraiment, on était vraiment inquiets. Mais pour ces 2 matchs éliminatoires-là, on commence à voir que vraiment l'équipe commence à s'améliorer. Donc pour cela, on ne s'inquiète pas pour la CAN à venir. D'accord. Donc là, vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Ok, merci, merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oui, Dago Charles, je suis à vous. Écoutez, on ne peut que se satisfaire non seulement du contenu, sinon des 2 contenus, et puis des résultats. Voilà, 9 buts, enfin 11 buts en 2 matchs sans encaisser de but. Ouais. Voilà, c'est tout à fait, voilà, c'est parfait. Maintenant, quand on réalise une chose, ces 2 matchs-là ne sont pas dans le même cadre que les matchs de Coupe d'Afrique. Ce sont les matchs éliminatoires Coupe du Monde. Oui, oui, oui. Voilà, parce que les discours, ce que je veux dire aux uns aux autres, c'est que les discours sont différents. Les discours des matchs de Coupe du Monde, dans les vestiaires, ce sont des discours dans le sens de se remettre en question, parce qu'il faut qu'on soit au mondial. Ouais. Parce qu'on a joué juste après nos différents adversaires. Il fallait marquer beaucoup plus de buts. Déjà, parce que je crois que c'est le Kenya qui avait déjà marqué 2 buts. Voilà, donc, donc le discours étant différent, les garçons ont vraiment bien compris le discours de Gassé par rapport au mondial. Maintenant, ils vont capitaliser le fait qu'ils aient gagné beaucoup plus en confiance. Mais Dago Charles, même pour la CAN, c'est aussi un discours de motivation. Parce que c'est du genre, il faut gagner la CAN aussi. Oui, c'est pour ça que je chute maintenant pour dire que, en dehors de ce discours par rapport à la Coupe du Monde, on va retenir maintenant la capacité des Ivoiriens aujourd'hui à marquer suffisamment de buts et à respecter l'adversaire. Parce qu'au football, en marquant 7, 8, 9, 10 buts, c'est une façon de respecter l'adversaire. C'est-à-dire qu'on ne fignole pas. Quand on a marqué 4, 5 buts, on peut le dribbler, on peut en faire ce qu'on veut. On ne recommence pas, on ne fignole pas. Mais on marque tant qu'on peut marquer. C'est une façon logique au football de respecter l'adversaire. Et j'ai apprécié ce état d'esprit-là chez les garçons. Et ça va nous servir certainement durant la CAN. Ça voudrait dire que quand on sera dans nos moments forts, alors ces garçons se souviendront de ce qu'ils ont fait sur ces 2 derniers matchs-là. Et puis, très vite, ils vont tuer les différents matchs, auxquels, tous les différents adversaires. Moi, c'est ce que je retiens sur ces 2 rencontres-là. Maintenant, après, comme je l'ai dit, il faut que Gassé retrouve encore le discours de la Coupe d'Afrique. Et c'est en cela que j'invite tous les amis, les ex-coéquipiers qui sont à ses côtés, Alain Guamene, Kalou, Aruna Dendane et autres. Parce que le discours, je le dis et je le répète, de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas le même discours de la Coupe du Monde. Donc, que ceux-là qui sont autour des jeunes gens continuent de faire comprendre aux jeunes gens que c'est fini, ça c'était la Coupe d'Afrique, c'était la Coupe du Monde, c'est fini. Redescendez sur terre parce qu'on a la Coupe d'Afrique qui arrive. Et que la Coupe d'Afrique, c'est un autre challenge. Exactement. Voilà un peu
ce que je voudrais dire. Exactement. Avant de prendre les arguments de Jean-Philippe, nous allons recevoir M. Fofana Média qui est en ligne. Il nous appelle depuis Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Malédie. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci. Je salue la grande team. Bonsoir, M. Fofana. On vous écoute, M. Fofana. Est-ce que vous êtes satisfait des prestations des éléphants? Oui, on peut dire qu'on est satisfait. Oui. Puisque les 2 matchs à venir, on a la solution pour pouvoir gagner les 2 matchs. Vraiment, tout ce que moi je peux dire, si nos dirigeants pouvaient continuer à motiver les joueurs comme ça, c'est fait bien. Oui. Parce que je vois un jeu qui est collectif, un peu par rapport à hier. Oui. Le jeu collectif, là, ça donne bonne fille. Et le fait qu'on a gagné la dernière fois, moi-même, je me suis déplacé de Boaké jusqu'à Abidjan pour aller assister le match au niveau d'Abidjan là-bas. Ok. Oui. Donc vraiment, j'étais vraiment ému. Oui. J'étais vraiment content. Parce qu'il ne s'agit pas de supporter, si tu supportes que tu veux gagner là. Vraiment, ça fait plaisir. Donc vraiment, je ne vais pas me reposer l'antenne. Vraiment, je suis content. Vous êtes satisfait. Je préférerais que ça continue comme ça. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Je salue tout le monde à la 3. À la 3, là-bas. Merci. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, Jean-Philippe, et merci à M. Fofana justement de s'être rendu au stade. Comme quoi, oui, il faut se rendre au stade pour supporter la sélection ivoirienne. Oui, Jean-Philippe, vous avez répondu oui. Pourquoi? Mais comme je le disais tout à l'heure, dans l'entente de mes propos, ça concerne déjà le carton plein fait par les nôtres. On est dans une course, on veut repartir à une Coupe du Monde après avoir manqué les 2 dernières. Il faut, dans cet élan-là, chaque semaine internationale, prendre le maximum de points. Là, Gasset avait fixé des objectifs. Il fallait débuter, prendre les 6 points, se rassurer avant la prochaine fenêtre qui va forcément, je crois, arriver durant le mois de mars. Bon, je sais que les périodes FIFA, il y a le mois de mars, il y a le mois de juin. Donc, je ne sais pas si en mars, il n'y aura pas de période FIFA. Bon, c'est vous qui le dites, mais le calendrier FIFA prévoit toujours une date internationale durant le mois de mars. Mais on verra donc les prochaines fenêtres de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, il ne faudrait pas oublier que c'est vrai, la Gambie fait partie de ces adversaires qui ne sont pas les favoris, mais qui sont de sérieux prétendants à la qualification dans notre poule, tout comme le Gabon, entre autres, et le Burundi. Donc, pour l'instant, on vient de valider notre rencontre face à la Gambie. Il nous reste encore 2 grosses formations de guillemets à prendre au sérieux, que sont le Gabon et le Burundi, lors peut-être de la prochaine journée. Mais il était important pour nous, surtout, de montrer le visage qu'on a pu démontrer. Parce que ce qui est attendu des nôtres, c'est de pouvoir trouver des solutions, même lorsque l'adversité est encore plus élevée. La Gambie, c'est une formation qui a fait sensation déjà lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Elle est arrivée, comme toute nouvelle équipe, avec son effet de surprise. Elle a su surprendre beaucoup. Elle était quart de finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde a commencé à s'intéresser à elle, son football, sa particularité. Et les entraîneurs, les meilleurs, ont commencé à mettre en place des systèmes pour essayer de les contrer. Résultat des courses, elle est de moins en moins imprévisible. Et donc, Jean-Louis Gasset, en partant jouer face à cette formation, savait pertinemment que l'entraîneur allait mettre une formation à vocation défensive pour essayer de contrer les Ivoiriens, parce que pour lui, le plus important, c'était de ne pas perdre face à nous, quitte à prendre un point. Et le but de Christian Kwame, à l'ultime instant de la fin de la première période, est venu un tout petit peu nous libérer. Moi, je craignais qu'on rentre à la mi-temps avec ce score de 0-0, parce que c'est vrai que souvent, il faut voir la capacité de réaction des vôtres dans ce genre de circonstances. Mais étant donné que là, c'est une rencontre en jeu, il fallait impérativement s'imposer. Donc moi, je dis bravo aux garçons. Ils ont rempli leur contrat. Ce que peut-être la plupart des joueurs ne savent pas, c'est qu'il y a eu des cas de maladie, des cas de blessures dans le groupe. Donc on va souhaiter juste un propre établissement aux malades, notamment Jonathan Bamba et Sangare Ibrahim. Et puis aux blessés, notamment Sébastien Haller, qui avait l'œil encore enflé, même du côté de la Tanzanie, après son choc face aux défenseurs séchellois ici. Séchellois. Donc voilà, les garçons n'auront plus, ils vont entrer en club, ils vont se remettre à plomb. Et puis tout à fait. Le prochain rendez-vous, ça sera pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, on a hâte.
Bon, pour l'instant, parlons éliminatoire Coupe du Monde 2026. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle le Sipilou, il est en ligne. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Ta douce voix, oui. La 3 et le riche plateau me donnent le moral très très haut. C'est la belle victoire. Ah, ça fait plaisir. Donc, vous êtes satisfait des prestations des éléphants, M. Diomandé? Beaucoup, beaucoup satisfait. Oui. J'ai vu un éléphant devenir grand. Un éléphant qui a mieux d'expérience, qui sait contrôler le jeu, qui sait jouer avec l'adversaire qu'il a en face. Donc, franchement, je l'ai gâté, merci à lui. Et vraiment, que le contenu, dans ce ton-là, c'est la tête lancée là, je crois qu'on fera quelque chose de mieux en 2024. Et on sera qualifié pour le mondial. Parce que ce que j'ai vu là, contre Gambie, j'ai dit, franchement, les enfants là, ils vont avoir de l'expérience. Hein. Et puis, déjà, il y a le jeu collectif là. Et puis, il y en a montre eux. On sait que vraiment, ils ont parlé dans les vestiaires. Ils se sont dit que vraiment, nous sommes des patriotes, nous sommes des commandos pour défendre la couleur blonde et faire honneur à nos parents. Ils ont tous eu vraiment le chagrin, la mort quand on joue. Cette fois-ci, il faudrait qu'on les fasse honneur. Et je vois une grande équipe de défense qui peut faire quelque chose. Mais ce qu'il demande à Gatier, oui. il y a Gatier au match. Vraiment, il faut trop le ballon aussi. Il doit libérer un peu le ballon. Et puis, il y a presque quelqu'un qui est fatigué là. Son retour de partie là, il ne fait pas vite. Mais ça va aller. Au fur et à mesure, on arrive à. Oui, M. Diomandé. Pourquoi tu as porté rouge? Après Dago, pas porté rouge. Il faut porter jaune. J'ai compris. Dans l'Afrique, on a gagné Africa. Gaston a fait on gagne à Bouddha Gaston. Il faut couper, il faut couper. Merci, M. Diomandé. Merci, M. Diomandé. Merci, magnifique téléspectateur de la 3, de la grande team, de participer toujours à l'émission chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Justement, M. Diomandé qui parlait du deuxième match face à la Gambie. Mais est-ce que vous redoutez quand même le déplacement de la sélection ivoirienne? Je n'ai pas parlé. C'est vrai, Henri Joël, vous n'avez pas parlé? Oui. Oui, mais la question, mais vous avez dû lever la main, monsieur. C'est pour cela que allez, on rectifie. Je vous interpelle. On rectifie ça, oui. C'est normal que je... Voilà. Oui, Henri Joël qui a dit oui. Oui, j'ai dit oui voilà, Ballot avait parlé des enseignements à retenir, mais oui. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'on a su faire la transition des matchs qui n'étaient pas à enjeu, oui. À un match ou à 2 matchs à enjeu. Parce que, mine de rien, au tirage au sort, on était déjà qualifiés. Donc, il fallait jouer pour essayer d'avoir une équipe. Ensuite, on a joué les rencontres amicales face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Ce n'était pas des matchs en jeu. Oui. Et pratiquement, les premiers matchs à véritable enjeu pour gagner, c'était ces éliminatoires du mondial face à cette équipe des Seychelles et puis l'équipe gambienne. Donc, déjà, ce qui a été intéressant, c'est que on savait tous que la Côte d'Ivoire était favorite face à cette équipe séchelloise et on l'a démontré avec beaucoup de buts. C'est ce qui est important. C'est-à-dire, autant de fois que nous pouvons marquer, il faut marquer. Oui. Autant de fois qu'il y a les occasions, il faut les transformer. C'est ce qui a été fait. Ensuite, le deuxième côté qui m'a intéressé, surtout qui m'a plu, c'est le déplacement en Tanzanie. C'est très long, c'est près de 9 heures de vol. Il ne faut pas oublier que avant ce match, l'équipe gambienne était... Là, vous répondez à ma précédente question. L'équipe gambienne était déjà sur place. Oui. Voilà, était sur place, oui. Puisque les Burundais les ont reçus en Tanzanie. Et eux, ils ont décidé aussi de nous recevoir en Tanzanie. Donc, ils n'ont pas du tout bougé. Et nous arrivons, nos joueurs étaient plus fatigués que l'adversaire. Oui. Mais dans le jeu, notre manière de jouer, parce que déjà, Tom Saint-Fit, il avait dit, cette équipe gambienne, depuis qu'il est là, n'a jamais perdu 2 matchs d'affilée. Et il comptait perdre que 2 matchs dans ces éliminatoires du mondial. Donc, après avoir perdu face au Burundi, le discours était on ne perd pas face à la Côte d'Ivoire. Mais dans le jeu, ils ont été obligés de défendre. Et pour moi, c'est ce qui a été intéressant. On a obligé cette équipe gambienne, parce que c'est une bonne équipe, il ne faut pas l'oublier. À la CAN précédente, quand même, elle a montré de belles choses. On n'oublie pas que récemment, peut-être il y a 3 ans de cela, ces joueurs-là, certains étaient au mondial des moins de 20 ans. Donc c'est une bonne équipe. Mais on les a obligés à défendre, malgré la fraîcheur qui était de leur côté. Ouais. On les a obligés à défendre. Derrière, on marque un but et on a su gérer ce but-là.
Parce que quand on marque le but, ils ont réagi. À des moments, ils ont réagi. Ils ont même envoyé quelques frayeurs dans notre défense. Et là, je salue un peu la performance de Willy Boli parce que pour moi, c'était top aujourd'hui. Oui. Voilà, il a bien joué en défense. Et dans tout ça, on réussit à marquer un deuxième but. C'est pour ça que je dis que Ballot a parlé d'enseignement, mais aussi, il a cité deux. Il faut en ajouter tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la capacité de faire la transition entre les matchs à moins enjeux avec les matchs à un enjeu et surtout la capacité à gérer ses efforts physiques parce que jouer ici et repartir jouer à des milliers de kilomètres, ce n'est pas du tout évident et on a montré que quand même il y a cette solidité-là dans cette équipe maintenant. Une bonne prestation en tout cas de la sélection ivoirienne et justement, puisqu'on parle de Tanzanie, suivant les conditions dans lesquelles les éléphants se sont entraînés à Dar es Salaam, et c'est un reportage de notre envoyé spécial en Tanzanie, Jean-Baptiste Assouan. On va visiter un peu partout. Travaillez bien. Allez. C'est bon? On repart dans l'autre sens. Karim, Serge, c'est parti. Allez, même chose. Très bien. Le voyage a été long après le match. Donc à l'arrivée, les joueurs étaient fatigués, quand même, fatigués par le voyage. Surtout que la veille, ils n'avaient pas beaucoup dormi puisqu'on a joué en nocturne. Mais quand on est arrivé, on leur a donné vraiment toute la nuit et toute la matinée aujourd'hui, puisque le petit-déj n'était pas obligatoire, pour leur donner beaucoup de temps de repos. Donc ils se sont beaucoup reposés. Cet après-midi également, ils ont eu du temps pour se reposer afin de récupérer du voyage. Une plaie à la paupière supérieure gauche, qui a été suturée. On lui a fait des points de suture. Ça va, il se sent bien, il n'a pas mal. Donc on pense que ça évolue bien. Il participe justement à l'entraînement ce soir pour qu'on puisse évaluer si ça tient bien. Et puis maintenant, il reviendra à l'entraîneur de prendre sa décision pour le match de demain. On a Sangaré qui a un peu pris froid hier quand on est arrivé, après le voyage. Il est sous traitement. On l'a préservé de l'entraînement ce soir pour lui permettre de mieux récupérer. Donc demain, on fera le point pour voir si oui ou non il peut prendre part au match. Il bougeait comme ça. Maintenant, il faut repartir maintenant. Il était comme ça. À raison, on a gagné 5-2. 5-2. Boni, il marque. Mais ça, c'est parce que vraiment, il y a qualité. Après, hier, il a marqué un coup franc. Il a marqué un pénalty aussi, non? Je pense. Boni, il marque. Lassina, il marque. Ouais, il y a qui encore? Ah, mais t'es fou, c'était le feu ici. En plus, nous, on n'était pas ici. Hein. À l'hôtel, on était à la plage. Ouais, il y avait une île, on voyait une île à côté. Ah, j'espère demain on va faire la même chose. Mais tu vois comme golf est là. Voilà, ça va être magnifique. Non. Seulement que Mamie est bien. Ballon en haut, elle vient en bas. Tu viens à l'hôtel. Tu viens à l'hôtel comment? C'est le plus important. Je connais pas le prix là. Il faut le but d'acheter.
Je dis, ça va me bien. C'est Kago qui a porté déjà. Allez, tu fais la sauce de foot. Elle vient pas maintenant. Elle vient pas. On note que c'est plutôt un élément de la Fédération ivoirienne de football. Bon, on voit une bonne ambiance au sein de la sélection ivoirienne. Dago Charles, un mot? Ben, c'est l'augure des lendemains meilleurs. Parce que c'est toujours bien de voir les footballeurs rire, s'amuser ensemble. Ça veut dire qu'il y a une très très bonne ambiance dans le groupe. Voilà, je comprends pourquoi, sur ces 2 derniers matchs-là, franchement, ils se lâchent. On a vu, enfin, j'ai pas vu de mauvais gestes. Qu'un partenaire, un ballon, puis l'autre lui dise, bon, allez, joue là, ou fais ceci, fais cela. Bon, on n'a pas vu ça. Donc, quand on voit cet élément, on se rend bien compte que voilà, le vivre ensemble est réel. Dans ce groupe-là, c'est tant mieux. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est un peu à l'endroit des Gassé par rapport au match de la Gambie. C'est bien, mais on sait que le petit frère Diakité, franchement, on l'a vu sur les différents côtés, il a les déboulés. Il a un engagement physique qui est époustouflant. Mais là, le voir jouer comme avant-centre aux côtés de Christian Kwame, franchement, ils se sont marchés sur les pieds. Et c'est une pâle copie qu'ils nous ont rendue aujourd'hui. Ça explique ce que Auria disait. Ils vivent tellement ensemble qu'ils ont pu gagner ensemble. Mais, techniquement, tactiquement, quand tu regardes le match, tu te rends bien compte qu'il aurait pu quand même jouer avec, par exemple, Jean-Philippe Castro, parce que c'est des avant-centres nominaux. On a ce potentiel de jouer sur le banc de touche. Avec un Jean-Philippe Castro, on a l'attitude d'avoir un Alebis, à mon sens. Voilà, avec lui, il peut garder le ballon et rémiser pour Christian Kwame et autres pour jouer. Alors que Diakité, c'est beaucoup dans la fougue, c'est beaucoup dans l'abnégation, dans vouloir vite faire les choses. Ouais. Et dans la précipitation, il manque beaucoup de choses parce que, bon, il vit sa jeunesse, c'est l'insouciance. Et donc, je souhaiterais que vraiment, les matchs, même d'entraînement à venir, qu'il fasse beaucoup plus confiance aussi à Jean-Philippe Crasso parce que c'est un véritable avancement nominal qu'on a après Alain et Konaté Karim. D'accord. On reviendra tout de suite sur les points forts et les points faibles, justement, par rapport à ces 2 sorties de la sélection ivoirienne. Un message sur la page Facebook, Alain Thierry Ballier, qui nous dit « Félicitations aux éléphants. Nous venons d'assister à un match tactique. Une équipe gambienne qui est restée dans sa moitié de camp, qui procédait sur des contre-attaques. Il faut souligner la rigueur de notre défense. Ce fut difficile parce que les lignes adversaires étaient fermées, mais à force d'attaquer, on a eu gain de cause. Le sublime but de Seko nous a fait respirer pour obtenir les 3 points. Bravo à nos éléphants. Bon début de qualification à FIFA World Cup 2026. Effectivement, bon, moi j'aimerais vous demander, Dago Charles a déjà énoncé certains points, mais des points négatifs et aussi des points positifs. Oui, les points négatifs, c'est peut-être essayer de progresser encore au niveau de l'efficacité. Ouais. Parce que même face aux Seychelles, il y a des occasions qui auraient pu aller au fond. Hein. Si on met de côté les occasions où le gardien a tiré son épingle du jeu, il y a eu des actions de jeu quand même où on aurait pu mettre ce ballon au fond des filets. Face à la Gambie, moi, il y a des points qui m'ont véritablement plu. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire a beaucoup tendance à jouer sur les côtés. Face à la Gambie, il y a eu quand même pas mal de combinaisons que j'ai aimées. Ça, c'est encouragé. Il faut beaucoup combiner, aller sur des 1-2, créer des points d'appui. Là, on a su le faire face à la Gambie. L'autre point fort également, c'est que Seko Fofana est en train de créer une révolution dans sa prise d'initiative systématique des frappes. Ça, c'est une qualité qui peut nous aider lors de la Coupe d'Afrique des Nations parce que les équipes seront conscientes du potentiel offensif des éléphants. Donc, il faut qu'on s'attende à des équipes qui vont défendre. Et lorsqu'il n'y aura pas de solution, Seko Fofana pourra, pourquoi pas, sortir l'artillerie lourde avec ses frappes. Donc, là, c'était les bons points. Maintenant, un autre point négatif, c'est sur le jeune Yaya qui est étincelant. Il n'y a rien à lui reprocher, mais sur certaines sorties, il faut qu'il prenne moins de risques. C'est ce que j'ai pu constater sur certains matchs. Oui, bon. Effectivement, bon, c'est vrai aussi que M. Diomando en parlait tout à l'heure, hein, il parlait du jeu collectif. On a pu voir un jeu collectif, hormis quelques individualités, notamment Diakité. Oui, allez, bon, je vais essayer aussi de donner quelques points forts et puis quelques points faibles. En commençant bien sûr par les points forts. Déjà, j'ai aimé très bien la vidéo où les joueurs ivoiriens évoluant en Tanzanie sont venus rendre visite, notamment à Toula, Zouzou Apakom et les autres. En tout cas, j'ai aimé.
On parle de liste à 27, peut-être l'occasion d'inclure Atoula, parce que sur le côté, c'est l'un des rares joueurs à pouvoir jouer à gauche aussi et à droite. Donc voilà, il peut être intéressant à ce niveau. Maintenant, au niveau des bons points dans ces deux matchs, moi, j'ai aimé l'efficacité. L'efficacité, c'est vrai que Balo aurait aimé qu'on marque beaucoup de buts, mais bon, OK. On en a inscrit, voilà, on en a inscrit 11, on ne va pas s'en plaindre. Il y a eu l'efficacité. Et puis, il y a cette trouvaille de Gassé. Il y avait Ousmane et Ndika en défense centrale. Aujourd'hui, on a Ndika et Boli et ça se passe très bien. Ça montre qu'il y a une bonne concurrence dans ce secteur de jeu et c'est bénéfique à l'équipe ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit telle ou telle combinaison, ça se passe très bien. À droite, on parlait de ce côté-là avec Aurier et Senghor. Senghor a joué les fois où Aurier n'était pas là, ça s'est bien passé. Aurier est revenu, il n'y a pas eu de bobo. Je pense que voilà des bons points sur lesquels vraiment on peut capitaliser. Et puis sur les mauvais points, moi, c'est vrai que Christian Kwame, il marque le but, mais je n'ai pas véritablement aimé sa manière de jouer. Okay. Vous savez, aujourd'hui, il a été le numéro 9 de l'équipe. Et il était constamment en train de se promener au milieu de terrain. Je ne sais pas ce qu'il cherchait là-bas. Mais il était constamment en train de se promener au milieu de terrain, à chercher à toucher le ballon avant de repartir. Pour un attaquant, pour un numéro 9, qui est constamment en train de décrocher, le moment venu où on doit vous chercher pour que vous luttiez avec les défenseurs adverses, on ne vous trouve pas. C'est cela que... Parce que c'est vrai, c'est une équipe qui ne montait pas beaucoup. Les Gambiens ne montaient pas beaucoup. Mais les rares fois où ils sont montés, moi je pense qu'avec lui, sa position, il aurait demandé les ballons en profondeur pour encore les obliger à rester dans leur camp. Mais ça n'a pas été le cas. Heureusement pour lui, en fin de première période, il marque le but. Mais ce côté-là, parce qu'il est constamment soit au milieu de terrain, soit sur les côtés en train de chercher à toucher le ballon. Oui, c'est vrai, c'est bien de toucher le ballon. Mais quand on vous met à un poste, je pense qu'il faut respecter ce poste. Il faut rester là. C'est vrai, on peut participer au jeu, mais l'idéal serait de fixer la défense, de rester là et surtout d'attendre les ballons. Et ça, il n'a pas beaucoup fait ça. OK. Et est-ce que vous pouvez me répondre maintenant sur le jeu individuel de Diakité? Diakité, oui, on en parle beaucoup. Ça ne cesse pas, ça ne finit pas. Alors, est-ce qu'on peut parler d'apprentissage? Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, surtout jeunes, qui explosent, ils sont nombreux. Hein. Pas Ndika, le jeune Adengra, quand il rentre face à l'équipe des Seychelles, bon, il n'y a pas personne n'en parle. Pourtant, il est jeune. C'est un jeune joueur aussi. Est-ce qu'on peut dire que lui, il est en train d'apprendre? Oui, parce qu'il est en Angleterre, il a vite appris. Je ne sais pas. C'est à lui maintenant de voir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette équipe des éléphants, et surtout autour de cette équipe, il y a quand même des anciens. Notamment l'un des meilleurs ailiers que la Côte d'Ivoire ait connu, Aouna Dendane. Je pense qu'il doit prendre des coups auprès d'Aouna Dendane, savoir comment on joue, à quel moment il faut déborder, à quel moment il faut lâcher le ballon, à quel moment il faut servir son attaquant. Je pense qu'il n'y a pas meilleur coach que Dendane à côté de lui. Donc c'est à lui de se servir de tout ce qu'il y a autour de lui, de toutes les personnes qui sont autour de lui, pour pouvoir maîtriser les rouages de son poste. D'accord. Auquel il évolue. Ce mot-là encore. Ce mot-là est revenu. Il n'y a pas de problème. Jean-Philippe, j'ai bien envie de vous entendre. Alors, les tops et les flops pour vous, pour cette sélection ivoirienne, pour ces deux sorties? Bon, les tops, l'équipe, je ne vais pas vouloir faire sortir un joueur du lot parce que sur les deux matchs, je pense que chacun a tiré son épingle du jeu. Il y a le sélectionneur national qui, sur les deux matchs, a su répondre sur le plan tactique, sur le plan du choix des hommes également. On a vu comment cette semaine, le virus FIFA a frappé certaines sélections nationales. Du côté de la Côte d'Ivoire, je pense que ça a dû faire tourner un tout petit peu l'esprit des Gassé, qui a profité de cette fenêtre-là pour voir le maximum de joueurs possible. Voilà, il a fait 2 11 inédits et dans 2 stratégies différentes, donc qui ont été probantes parce qu'elles ont permis au pays de s'imposer. Donc je dirais le top, c'est Gassé et l'ensemble de ses hommes. Bon, en termes de flop, le flop, ce n'est pas plus au niveau des éléphants. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la programmation. C'est que la Gambie a joué son dernier match le jeudi. Elle est restée sur place. Et la Confédération africaine de football, la FIFA, savait très bien qu'elle n'allait pas voyager. Ils ont placé le match au lundi alors que la Côte d'Ivoire jouait le samedi. Donc, le vendredi plutôt. Donc, le samedi, les Ivoiriens ont pris le vol. Ils sont arrivés là-bas samedi soir. Ils ont eu un seul jour pour se reposer et faire la reconnaissance du terrain le dimanche avant de jouer le lundi.
Je pense que la CAF et la FIFA devraient revoir cette manière de programmer les rencontres parce que faire 9 heures de vol pour une équipe et puis arriver à avoir que 24 heures pour se reprendre en main et aller jouer, ce n'est pas l'idéal. Voilà, il faut revoir ça. Donc pour moi, c'était le flop parce que je pense que j'ai eu dire que les Ivoiriens avaient souhaité un report de la rencontre au mardi. Est-ce que c'était officiel? Je ne sais pas et que ça aurait été refusé par les Gambiens. Mais je trouve que mettre cette rencontre-là ce lundi était pour moi une mauvaise décision, même si on s'est imposé à la fin. D'accord. On note que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivront au mois de juin prochain. Déjà, voyons le point dans le groupe F. Les résultats, classement et programme du groupe F. Alors, les résultats d'abord. Le Burundi s'est incliné 1-2 face au Gabon. La Côte d'Ivoire a battu 2-0 l'équipe de la Gambie. Et puis, encore une fois, les Seychelles sont tombés face au Kenya. Cette fois-ci, mais ils n'ont pas atteint les 9 buts. C'est 5-0. Et puis, le programme de la 3e journée, ça sera Gambie-Seychelles, Kenya-Burundi et Côte d'Ivoire-Gabon. Félicitations donc à la sélection ivoirienne. Les Ivoiriens voulaient énormément de buts. Bon, je pense qu'on a été servi. Je peux le dire ainsi. Oui. Voilà, bon, on termine pour l'actu de ce soir. Il ne nous reste pas assez de temps, mais je pense qu'on pourra quand même jouer. On pourra terminer avec le jeu, on pourra terminer avec le plus calé. Le plus calé de ce soir, spécial football africain. On joue en équipe, un jeu collectif. L'équipe A, Dagochal et Balo. Dagochal, ça va? Ça allez bien? Voilà, mettez-y du pain, ça me fait plaisir. Et équipe B, Henri-Joël et Jean-Philippe. Nous ne sommes que lundi, s'il vous plaît, messieurs. Première question, c'est bon, on y va? Oui, ça va. D'accord. Quel est le nom du sélectionneur du Kenya? A, Francis Kimanzi. B, Sébastien Mignet. C, Angin Firat. A, B ou C? Quel est le nom du sélectionneur du Kenya? La réponse B pour l'équipe A. Bon, la réponse B pour tout le monde. C'est la réponse C. Angin Firat, le technicien turc de 53 ans, est à la tête de la sélection kenyane depuis le 7 octobre 2021. C'est bon, il joue plus. Si tôt? Pourquoi si tôt? Non, vous allez jouer, Dagochal. On y va, deuxième question. Les autres questions sont plutôt faciles. Avec ce qu'on a vu là. Sur quel stade le Rwanda reçoit-il ses adversaires pour les éliminatoires du Mondial 2026? A, stade Ouye. B, stade Amaoro. C, stade Pelé. A, B ou C? La réponse A pour l'équipe A et la réponse B pour l'équipe B. C'est la réponse A. Stade Ouye de Boutaré est la seule enceinte rwandaise actuellement homologuée par la CAF. Il a une capacité de 10 000 places. Voilà, un très beau stade qu'on voit à l'écran. La troisième question, messieurs. Qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Égypte? A, Rui Vitoria. B, Carlos Queiroz. C, Chouaki Garib. A, B ou C? On y va. C pour l'équipe A et puis la réponse A pour l'équipe B. C'est la réponse A. Oui, Victoria. Le technicien portugais de 53 ans est en poste depuis le 12 juillet 2022. On part à la quatrième question maintenant. Quel est le surnom de l'équipe nationale du Tchad? A, les Fauves. B, les Sao. C, les Zèbres. Alors, quel est le surnom de l'équipe nationale du Tchad? A, B ou C? Allez-y, messieurs. À vous changer. A pour l'équipe A, B pour l'équipe B. C'est la réponse B, les Sao. Les Fauves et les Zèbres sont les surnoms respectifs des sélections de la Centrafrique et du Botswana. Les Sao Tao. Voilà, cinquième et dernière question. Dans quelle ville se trouve le stade Amadi Agrebi? A, Tunis. B, Constantine. C, Benghazi. A, B ou C? Dans quelle ville se trouve le stade Amadi Agrebi? Allez-y.
c'est pour tout le monde. C'est la réponse A. Tunis. Le stade olympique Hamadi Agrebi est situé à Rades, dans la banlieue de Tunis, en Tunisie. Il a accueilli notamment la finale de la CAN 2024, remportée à domicile par les Aigles de Carthage. 2004. Voilà. Oui, 2004, c'est ça. Bon, roulement de tambour. Roulement de tambour, voilà. L'équipe victorieuse ce lundi soir est l'équipe composée de Jean-Philippe et Henri-Joël. Félicitations, messieurs. Dansez maintenant. On danse pas. Bon, s'il vous plaît, on est en début de semaine, un peu de punch, un visage un peu gai. Bon, quelle musique? On n'est plus vendredi soir, c'est lundi. Non, on a commencé, il faut qu'on termine. C'est tchadien, ça. Ça, c'est Diamond Platnumz. Bon, voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. On vous réserve de belles soirées sportives du lundi au vendredi, 20h30, 22h. Donc, rendez-vous demain mardi, 20h30, en direct, toujours sur la 3. Merci beaucoup, messieurs. Dago Charles, Balo, Jean-Philippe et Henri-Joël. Merci aussi à vous. On se retrouve demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.